également lors de la troisième présentation avec Madame Laurent. Il y a également un certain nombre d'idées reçues, à savoir, je suis fatigué, si je force, je risque de m'aggraver. La réponse est non, encore faut-il pouvoir en persuader les gens. Et puis il y a la méconnaissance de ce qu'on peut faire. Je sais que je peux aller jusqu'au magasin du coin, mais est-ce que je vais être capable de monter les 2 étages en étant essoufflé? Oui ou non? Il y a des situations où on n'a pas envie de se tester sur ce genre d'histoire. Et donc, on va avoir besoin de montrer aux gens, d'abord, que c'est bon pour eux d'avoir une activité physique, mais également qu'ils en sont capables. Et on va lutter contre ce déconditionnement qui est finalement un amplificateur de la vulnérabilité. C'est quelqu'un qui a une pathologie grave, certes, mais qui va, du fait de cette diminution de ses activités, de la perte progressive de ses capacités sur le plan cardiovasculaire, respiratoire, va se greffer des gènes supplémentaires. On va avoir un surhandicap lié à cette inactivité. Et s'il y a une diminution des capacités à faire, et on va avoir donc cette dévalorisation de l'image de soi et le fait qu'on a une altération progressive de la qualité. Or, le cancer, c'est une maladie, j'allais dire, comme les autres par certains côtés, dans laquelle il y a eu des progrès sur le plan diagnostique, sur le plan thérapeutique, avec une augmentation des possibilités de mettre les gens en rémission, voire de les guérir, où il y a des possibilités importantes de retrouver une activité physique. Si c'est pour un patient avoir un cancer guéri, mais avec des possibilités physiques qui sont diminuées parce qu'il a laissé en jachère son organisme qui n'a pas eu d'activité physique, c'est dommage. Une page simplement pour dire que lorsqu'on dit qu'on traite un cancer, non, en fait on traite un patient cancéreux. Donc on va avoir toute une part qui va porter sur le type de tumeur qu'on va avoir à traiter. Et là, les oncologues vont choisir les types de techniques qu'ils vont utiliser. Il y a également tout un aspect tournant autour de la personne. Et cette personne, elle a un âge, elle a un état général qui vont déterminer un certain nombre de choses, y compris dans les thérapeutiques médicamenteuses ou chirurgicales. Il y a des habitudes de vie dont on va pouvoir profiter pour lui permettre d'avoir une activité, ou au contraire, on sera obligé de se battre contre certaines de ces habitudes de vie. Il y a des centres d'intérêt, il y a des capacités à faire face à son problème de santé. Certains vont être combatifs, d'autres vont au contraire être plus dubitatifs et en attente d'une aide à partir de l'extérieur. Et puis tout le monde ne va pas avoir les mêmes facteurs de qualité de vie. Certains vont s'intéresser plus à l'alimentation, d'autres aux petits oiseaux, d'autres enfin aux promenades en campagne ou à la vie en société. Et puis enfin, notre patient, il a un rôle dans la société, il a un rôle dans une famille, et ça peut être quelque chose également auquel on peut se rattacher pour l'inciter et lui souligner l'importance de cet investissement en temps et en effort. Alors à quoi sert l'équipe médicale là-dedans? D'abord à prendre en charge la tumeur, le cancer. Et là, c'est vrai qu'on a, j'allais dire, une responsabilité, c'est surtout les oncologues, mais après, les autres médecins vont avoir tout un rôle complémentaire. Les traitements des cancers, en général, ça s'appuie sur des protocoles qui sont bien rodés, donc il y a relativement peu d'hésitation. Ensuite, si on veut faire d'une activité physique à quelqu'un, encore faut-il que ce ne soit pas dommageable pour la personne. Et donc, on va avoir à rechercher des contre-indications chirurgicales. On va avoir à évaluer l'état nutritionnel, savoir si on a à intervenir de ce côté-là, évaluer l'état psychologique, puis on va avoir un temps à consacrer à l'explication de ce que c'est que la pathologie, ce que c'est que le traitement, qu'est-ce qu'on en attend. Et puis on va avoir à coordonner un petit peu l'action des différents thérapeutes, aussi bien médecins que non médecins, qui vont aider le patient à sortir de cette situation. Alors des contre-indications à l'activité physique. Est-ce qu'il y a une fragilité osseuse? Est-ce que la fragilité osseuse, de façon générale, l'existence d'une densité minérale osseuse basse qu'on peut rencontrer de façon fréquente à partir de 70 ans, est-ce que c'est une contre-indication? Ça dépend à quel type d'exercice. Par contre, s'il y a une fragilité osseuse
osseuse localisée avec des métastases, on va choisir des activités qui vont éviter de solliciter la région fragilisée. Est-ce que l'état cardiovasculaire est compatible avec une activité physique? Dans la majorité des cas, oui. Là encore, à quelle dose? À quelle intensité? Est-ce qu'il y a des troubles de l'équilibre? Est-ce qu'il y a des troubles de la force musculaire? Si ce genre de choses existe, avant de préconiser l'activité physique, on va avoir à jouer sur ces éléments par l'intermédiaire de la kinésithérapie, de la rééducation. Et puis on va évaluer la tolérance à l'effort. Et là aussi, il va y avoir dans la présentation suivante des précisions sur la chose, mais un test de 6 minutes, c'est à la fois savoir quelle est la distance parcourue, quelle est la fréquence cardiaque au repos et à l'effort, et ça va nous permettre de donner des valeurs chiffrées intéressantes, parce que ça nous permet de suivre les progrès que fait le patient et de pouvoir lui objectiver, donc lui montrer que les efforts qu'il a faits ont été bénéfiques et que même s'il ne s'en rend pas compte immédiatement, il y a un effet et qu'il est capable de faire des progrès. Les recommandations des oncologues, c'est habituellement 20 à 50 minutes, 3 à 5 fois par semaine. Donc il y a une large variété. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer? La première chose, c'est que si on veut que ce soit régulier, il faut que ce soit une activité que la personne aime bien. Si on essaye de faire de la natation à quelqu'un qui a peur de l'eau, on a peu de chances d'avoir des résultats. La deuxième chose, c'est que ce soit une activité qui soit supportée. Et l'idée, c'est que ce sera d'autant plus efficace que dans cette activité, le patient qui l'a fait va ressentir au cours de l'exercice un petit essoufflement. Il ne s'agit pas d'être complètement épuisé. Il ne s'agit pas non plus d'avoir une activité strictement minimale en disant, bon là j'ai fait 20 minutes de marche à toute petite vitesse, je ne suis pas essoufflé, tout va bien, j'ai tenu le chrono, maintenant je m'arrête. Est-ce que cette activité peut être une activité sportive? Oui, bien sûr. Là encore, en fonction de ce qui a été vu par l'équipe médicale, mais ça peut être plus intéressant pour quelqu'un qui est jeune et qui a envie d'avoir une activité physique régulière, de le faire sur un mode sportif plutôt que se limiter à du vélo d'appartement, par exemple. Est-ce que c'est une activité qui va se faire seule ou en groupe? L'avantage seul, c'est qu'on n'est pas, on ne se montre pas. L'avantage de le faire en groupe, c'est que, notamment si on le fait avec un groupe de patients, il y a une émulation, il y a un soutien, et que le jour où quelqu'un dit « oh, j'en ai marre, je ne viens pas », les copains viennent chercher en disant « non, non, je ne fais pas ça, on va avancer, on continue. » C'est donc l'intérêt de ce travail en communauté, voire en association, c'est l'intérêt d'avoir ce type d'organisation dans les associations. Pour vous donner un exemple, il y a dans une région qui doit être dans l'Est de France, un groupe où des femmes opérées d'un cancer du sein sont prises en charge, d'abord en rééducation, puis on leur propose une activité telle que le canotage. Et au départ, c'est gentillet, ensuite elles font du 4 barrés avec quelqu'un d'autoritaire, et elles ont des résultats qui sont tout à fait honorables, et elles font même un peu de compétition. Le but, je pense, de cette activité physique régulière, ça n'est pas de faire des futurs champions, c'est éventuellement de trouver l'activité qui va permettre aux gens d'être inclus et de pouvoir le faire de façon régulière, sans se sentir ennuyé par cette activité. Comme je vous le disais, de temps en temps, on a besoin de commencer par une activité en rééducation fonctionnelle pour pouvoir essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. Bien souvent, notamment chez les patients qui se sentent très limités, qui sont très réticents, on va le faire avec une activité sous surveillance au départ, par exemple en centre de rééducation, par exemple avec un suivi régulier en consultation. L'intérêt, c'est que, et là je passe à la dernière ligne d'emblée, l'idée c'est que les gens soient au bout d'un certain temps totalement autonomes, qu'ils fassent de l'auto-entretien, de l'auto-rééducation en exercice physique. Avant cela, il faut qu'ils sachent ce qu'ils sont capables de faire, comment faire progresser les choses, et puis quelles sont les règles d'arrêt d'une activité. Donc ça fait partie des enseignements. L'encadrement est peut-être fait par
multiples intervenants, parmi lesquels les moniteurs de l'activité physique adaptée, les médecins et kinésithérapeutes. L'intérêt des réévaluations, c'est de voir comment les choses évoluent et donc de pouvoir aller dans le sens de valoriser tous les efforts qui ont été faits en disant, voyez, il y a 2 mois, vous faisiez 300 mètres en 6 minutes, maintenant vous êtes à 350 mètres. La normale n'est pas encore atteinte, vous êtes quand même en progression. Et on va avoir besoin quelquefois de motiver le patient. Alors cette motivation, elle peut venir de collègues, d'amis, de proches, mais on va avoir de temps en temps l'intervention des équipes, alors soit les associations, soit les équipes médicales, avec un coup de téléphone ou lors d'une consultation, voir un peu où les gens en sont dans leur auto-prise en charge et pouvoir les remotiver à l'occasion. Un podomètre peut être une motivation. Un podomètre peut être une motivation, tout à fait. On se bat contre soi-même et on essaye d'aller un peu plus loin. L'état nutritionnel, un souvenir, un élément dont il faut se souvenir, c'est que être dénutri, ça ne veut pas dire nécessairement être maigre. Et que lorsqu'on fait des examens complémentaires, notamment l'albumine, la préalbumine, on peut se rendre compte que quelqu'un est dénutri alors qu'il est obèse. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est simplement une histoire de balance. Les troubles de l'alimentation, ça peut être parce qu'on n'a pas le moral, ça peut être parce qu'on a des difficultés alimentaires à l'absorption, ça peut être parce que les médicaments donnent des difficultés secondaires, ça peut être parce qu'on a été opéré du tube digestif. Bref, il y a plein de choses. Il peut y avoir ce qu'on appelle un hypercatabolisme, c'est-à-dire une consommation exagérée d'énergie par l'organisme, même en repos. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir soit pas assez d'entrée, soit trop de sorties, si j'ose dire, et donc pour pouvoir essayer d'équilibrer les choses, on va avoir besoin d'un avis. Madame Amand va pouvoir nous donner des informations à ce sujet dans quelques minutes. L'état psychologique également, j'y reviens un petit peu. Lorsqu'on est en consultation médicale avec un patient, on peut se rendre compte que de temps en temps, ça ne va pas trop bien. Mais il y a des gens qui ont une façade énorme et qui cachent un peu les choses. Ce qui fait que de temps en temps, on a besoin, quand on a le moindre doute, de prendre avis auprès d'autres, soit le médecin psychiatre, soit le psychologue. Le but n'étant pas de psychiatriser les choses, de faire systématiquement prendre des médicaments, mais par contre, s'il y a besoin, si une personne a un état dépressif, il ne faut pas le laisser dans cette situation-là, puisque ça va être un facteur favorisant la sédentarité, et on revient dans notre cercle vicieux de tout à l'heure. La prise en charge en fonction des besoins, c'est-à-dire quelquefois psychothérapie, d'autres fois des médicaments, et puis on s'adapte à l'évolution. Il y a un autre élément à prendre en compte, ce sont les familles, c'est-à-dire que le cancer, c'est d'abord la maladie de quelqu'un, mais c'est aussi la maladie de l'entourage, avec une vie qui peut être sérieusement écornée. Et donc, c'est important aussi, lorsqu'on prend en charge, de s'enquérir auprès du patient, de savoir comment ça se passe dans la famille, et puis voir aussi les membres de la famille pour savoir ce qui va pas, et savoir s'il n'y a pas besoin d'un soutien. En total, ce n'est pas que je veux dire que le traitement médico-chirurgical ne soit pas essentiel, si il l'est. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir avoir des guérisons. Mais par contre, la prise en charge ne se limite pas à ça. On va avoir besoin de plein de compétences différentes, de plein de gens qui vont être avec une action coordonnée, et au milieu de tout ce monde-là, il y a un patient pour lequel on va avoir besoin de sa participation active. Donc on va avoir besoin de le motiver, de l'encadrer et de lui montrer que finalement la personne importante, c'est lui. Je vous remercie de votre